Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 101% aujourd'hui auto, la critique du jeu Monaco What's Yours Is Mine, un jeu en coop où on vole des banques. Notre Chan, et on commence avec les news. Les Denpamen devraient être de retour le 30 mai prochain. En Europe du moins, The Denpamen 2 étant sorti au Japon en septembre 2012. Pour tous ceux qui ne connaîtraient pas ce RPG téléchargeable, exclusif à la 3DS, on vous invite à aller voir la critique du premier sur No Life Online. Cette suite intègre de très nombreuses nouveautés. Déjà, il est possible de transférer les personnages du premier jeu. Sinon, il est toujours possible de capturer les petits hommes en pyjama en réalité augmentée, ces derniers surfant sur les ondes et apparaissant de manière aléatoire en fonction de l'endroit où vous êtes. Le jeu supporte désormais les combats en ligne entre joueurs et le Street Pass sera mis à profit de manière plus développée. On note également l'apparition de ce qui semble être un hub prenant la forme d'un village où l'on pourra se déplacer et se livrer à diverses activités comme la pêche ou le jardinage. On peut aussi se mouvoir sur la carte du monde à l'aide d'un bateau par exemple, comme dans les Dragon Quest. Les combats auront toujours lieu dans des donjons bien sûr, mais aussi sur la carte du monde. Enfin, les Denpamen, toujours dotés d'une antenne leur conférant un pouvoir unique, pourront être customisés de manière plus complète. Avec l'ajout d'une cape par exemple. On pourra donc s'amuser à créer l'équipe idéale, adaptée à tel ou tel donjon, en fonction de paramètres plus riches, ce qui pourrait conférer à ce titre une durée de vie colossale pour un prix très attractif, 10 €. Alors, pour faire un bon trailer qui donne bien envie, vous prenez des séquences animées au studio Madhouse, vous mettez de la musique classique avec des chœurs tout ça, un truc qui en impose, et c'est déjà pas mal. Ensuite, un petit montage à base de petits flashs et de fondus, et tant qu'à faire aussi, des images rythmées au son de battements de cœur, c'est cool. Bon, c'est légèrement moqueur, mais les fans de Persona ont déjà reconnu leur personnage préféré dans cette BA classique, mais bien efficace malgré tout. C'est le 10 mai que sort Persona 4 Arena par l'intermédiaire de Core Media chez nous. Mais ce nouveau Persona n'est pas un RPG, il s'inscrit plutôt dans le délire baston 2D bien nerveux. Pour autant, il continue l'histoire des précédents épisodes avec une durée de vie pour le solo annoncée autour des 30 heures de jeu et un nouveau personnage en plus de ceux que les fidèles de la série connaissent bien. On vous en reparle bientôt dans une critique de 101%. Après l'arrivée des défis connectés de Rayman Legends, il y a une dizaine de jours sur l'eShop de la Wii U, le titre d'Ubisoft recommence sa danse de la séduction pour faire oublier les petites contrariétés des mois passés. Alors qu'on avait pu s'essayer dans la démo du jeu, au niveau musical reprenant Black Betty, morceau popularisé par le groupe Ram Jam en 77, Ubi dévoile maintenant un autre de ses niveaux musicaux. Une interprétation très personnelle de Eye of a Tiger, version mariachi. Encore une fois, ça a l'air très réussi et on a hâte d'y jouer. Dans quelques mois évidemment, vu que la sortie est toujours prévue pour le 29 août. Le week-end dernier, Fabien Fournier lance sur Ulule un appel au financement participatif pour son nouveau projet, Noob, le film. L'objectif de départ, réunir 35 000 € pour pouvoir produire ce film avec plus de moyens et donc plus d'ambition que la web-série. Le budget a été pensé de telle sorte à ce que ce long métrage soit plus immersif et puisse camoufler un petit peu mieux nos lacunes, par exemple en prenant quelqu'un de meilleur que moi pour certains effets spéciaux ou tout simplement pour faire les curseurs, parce que les curseurs me prennent énormément de temps. Si quelqu'un m'allégeait les curseurs, ça me permettrait de passer donc beaucoup plus de temps, de l'ordre de 30 heures par épisode, de plus sur les effets spéciaux ou tout simplement les filtres, etc. Donc pour ça on n'avait pas besoin d'un budget gigantesque au début, on s'était dit avec ça, je suis prêt à faire le projet du film, avec 35 000 €, sachant qu'il y a quand même 8 à 10% qui partent pour le site de crowdfunding. Il y a les impôts aussi, il ne faut pas oublier, il faut mettre de suite une part qui revient aux impôts, sinon on a des mauvaises surprises. Donc voilà, je me suis dit, avec ce budget-là, pour un contenu de 1h30, je peux faire un truc cohérent, qui montrerait un niveau, qui ferait un level up tout simplement pour la série. On passerait un cap. Et là, c'est le succès immédiat. Est-ce étonnant qu'on sait que la communauté qui suit la série est très importante et surtout très fidèle. Mais l'ampleur du succès attire le regard des médias. Plusieurs sites, comme le Move ou Rue 89, se sont déjà fait l'écho du phénomène. En effet, les 35 000 € sont réunis en quelques heures. Quelques jours plus tard, on en est déjà à plus de 150 000 € réunis, soit plus de 420% de la somme demandée, et ça continue de monter. C'est ahurissant. Voilà, j'ai pas de superlatif assez fort, c'est inattendu. C'est vraiment touchant, parce qu'on se dit, les gens, voilà, ils nous apportent un soutien, mais un soutien vraiment concret, c'est-à-dire que on peut le voir, on va le ressentir à l'écran. Ce soutien va au-delà des messages, au-delà des partages des épisodes. Il reste encore 66 jours de financement et on imagine facilement que la somme finale va atteindre un chiffre très impressionnant. On imagine l'équipe de Noob rafraîchir la page Ulule et voir la somme monter chaque minute. Se sentir aussi soutenu par leurs fans est une très belle reconnaissance, mais ce succès leur met aussi une certaine pression car les attentes vont être grandes. Dans l'échelle de l'audiovisuel, voilà, 120 000 €, ça impressionnera aucun réalisateur.
Nous, c'est juste incroyable, c'est une aubaine monstrueuse. Mais ça reste un budget serré, c'est-à-dire qu'il va falloir faire attention. La pression, elle est là. Elle est dans le fait que cet argent va devoir être pensé, chaque centime, pour que ça soit utilisé de la meilleure manière. Il ne faut pas qu'il y ait de gaspillage, il ne faut pas qu'il y ait de dépenses superflues. C'est pas notre argent, c'est l'argent de la communauté. Nos producteurs, c'est la communauté, c'est à eux qu'on va rendre des comptes. Et en ça, j'ai la pression. Je pense qu'au-delà du film noob, les gens font un appel par rapport à ça. Et il va falloir être à la hauteur de cet appel. C'est-à-dire que si jamais aujourd'hui on est porteur d'espoir, si on fait n'importe quoi, ça va être la catastrophe. C'est-à-dire que les gens, ils feront peut-être plus confiance à un mec qui va faire un appel de crowdfunding après nous. Les gens diront, ah ouais non mais il y a eu le noob gate là, on a tous fait confiance à Noob, on leur a filé tous je sais pas combien et au final ils ont fait une bouse intersidérale et voilà, il faut vraiment que ce soit le début de quelque chose. Les gens nous ont fait confiance, il y a eu cette espèce de buzz incroyable, il faut qu'on soit à la hauteur. Donc il faut pas qu'on se prenne pour ce qu'on n'est pas, il faut qu'on garde notre authenticité, mais pour autant il faut qu'on fasse ce qu'on sait faire de mieux, mais en mieux, avec des choses qu'on n'a encore jamais vues dans la web-série. Une autre difficulté que l'équipe risque de rencontrer, c'est la gestion de cet argent. Si, comme le dit Fabien sur la présentation Ulule du projet, il va servir à s'offrir du matériel à une équipe technique, comment va-t-il gérer une équipe avec d'un côté des comédiens bénévoles et de l'autre des techniciens qui seront payés par ce financement? La partie technique, c'est toute l'équipe qui va faire appel à eux. Il va pas y avoir cette espèce de petite jalousie en disant « Bon, bah là, Fabien, tu as appelé un perchiste, le perchiste, il est payé, moi, je suis quand même devant la caméra, donc je vais être payé aussi. Et puis, je vois que le perchiste, il est payé 1000 €, bah comment ça se fait? Moi, je suis quand même un des héros de Noob, je dois être payé plus, attends. » Voilà, Dieu m'en préserve, c'est pas comme ça dans l'équipe. C'est peut-être possible parce que voilà, on est parti, on est bande passionnée. L'audiovisuel, dans sa dimension professionnelle, ça nous passe à des années-lumière au-dessus de la tête. On n'est pas calibré comme ça. L'argent ne posera pas de soucis de ce côté-là. Et j'espère voilà, que vous verrez les résultats et qu'on ne va pas faire d'erreurs dans nos dépenses pour que vraiment vous ayez un truc mais à couper le souffle, toute proportion gardée, pour une web-série adaptée en film avec un budget. Pour l'instant, on va dire de plus de 100 000 €. Enfin, plus, non, parce qu'il y a les impôts, il y a la commission du site de crowdfunding. Mais voilà, si ça continue à monter, on pourra miser sur du 100 000 € et ça, c'est déjà beau. Nous sommes en 2013 et à un moment, j'ai vu, je crois, dans la rue un t-shirt Snoopy. Et j'avais jamais... Enfin, ça n'avait jamais fait tilt dans ma tête, mais je me suis dit, mais j'ai jamais lu Snoopy de ma vie. Et en fait, on le voit sur tous les t-shirts, et on a oublié qu'à la base de tout ça, de tout ce merchandising, il y a une bande dessinée, des strips. Et donc, il y a une très belle édition chez Dargo qui est ressortie, avec l'intégrale par année, enfin là, il y a 2 ans, de strips de Snoopy. Alors, j'ai redécouvert, et c'est juste trop bien. Je sais pourquoi c'est bien, pourquoi il y a plein de gens qui ont des t-shirts Snoopy aujourd'hui. En fait, le nom américain, c'est Peanuts. Il faut savoir que Charles Schulz, qui est le créateur de Snoopy, le papa Snoopy, détestait ce nom. C'est le journal de l'époque qui lui a forcé à utiliser le mot Peanuts. Et c'est pour ça que vers la fin, il utilisera, en tout cas l'auteur lui utilisera que le nom Snoopy. L'apparition de Snoopy commence en 1950 et s'arrête en février 2000. Le mec, il a dessiné Snoopy pendant 50 ans. 50 ans de strip, et donc le calcul, c'est que il a dessiné 17 897 strips, dont, et en plus 2506 strips spéciaux du dimanche. Une vie, une carrière. On regarde Otto. Bonsoir à tous et bienvenue dans Otto. Ce soir, vous allez voir, ça va être chargé. Pour ceux qui ne les connaissent pas encore, vous allez découvrir Girl Next Door, puis on verra les nouveautés qui entrent en rotation. Mais avant, voyons voir les concerts du mois. On commence les concerts avec Uehara Hiromi qui entame sa tournée en France le 10 mai avec le festival de jazz de Comminges. Elle sera accompagnée de ses 2 musiciens. Tokumaru Shugo est de retour en France, il sera à Paris au Point éphémère le 13 mai. Les Tokyo Brass Style donneront quelques représentations en France, dont le 16 et le 17 à la Maison de la Culture du Japon. Le groupe Vampiria sera en concert aux Instants Chavirés le 14 mai.
Calmant de quoi les Plunk Clock donneront un concert le 17 mai à Roubaix au fameux Bar Live 301. Vous allez maintenant découvrir un des groupes de pop made in Avex qui à coup sûr vous donnera la patate. C'est pas loin, c'est la fille d'à côté, Girl Next Door. Ce groupe est composé de 3 personnes. Tout d'abord, Chisa, la chanteuse et danseuse, Suzuki Daisuke, clavieriste et surtout ex-membre d'un ancien groupe également made in Avex, Day After Tomorrow, et enfin Inoue Yuji à la guitare. Ce dernier est aussi un musicien qui travaille beaucoup pour les artistes de chez Avex. À la base de ce groupe, il y a Chisa. Née en 85, la jeune Chisa a du talent en danse, c'est indéniable. Elle est sortie diplômée de l'école de musique d'Osaka, une école avec un sacré niveau car parmi les anciens élèves, on compte par exemple Nishikawa Takanori de TM Revolution ou encore Uemura Kana. En 2005, elle entre à la Avex Artist Academy, l'endroit où il faut s'inscrire pour bosser chez Avex tout en prenant du level. C'est là qu'elle rencontre Suzuki Daisuke, et je vous rappelle que ce dernier faisait partie de Day After Tomorrow, un ancien groupe de pop de chez Avex. Et justement, en 2005, le groupe se séparait. Le feeling est très bien passé entre Daisuke et Chisa, et ils ont bossé ensemble sur une démo. Finalement, le grand patron Max Matsuura a flashé dessus et décide de les lancer. Bien sûr, à eux deux, c'était pas beaucoup, du coup Daisuke fait venir un de ses amis et collègues au sein d'Avex, Inoue Yuji. Ils sont 3 et se rencontrent pour la première fois en mars 2008. Leur début est programmé pour septembre et s'appelleront Girl Next Door. Leur premier single c'est Guzen no Kakuritsu. Guzen no Kakuritsu fait un très bon démarrage, les japonais l'entendent comme générique de plusieurs émissions et le single réussit à se classer 3ème du Top Oricon. D'ailleurs, le clip a été tourné à Los Angeles et à Las Vegas. Leur projet de début c'était de sortir 3 singles en 3 mois et si Guzen no Kakuritsu est sorti en septembre, celui d'octobre est Drive Away et celui de novembre est Jounetsu no Daisho et les 3 sont 3ème des charts. En décembre, ils sortent leur premier full album qui porte tout simplement le nom de Girl Next Door. Une fois de plus, ils se classent 3ème. D'ailleurs, quelques jours plus tard, ils sont invités à participer au Koraku Utagassen, cette émission très prisée du 31 décembre au Japon. Pour un groupe qui débutait tout juste, c'est grave la classe. En 2009, le groupe poursuit sa route avec 2 singles qui vont très bien marcher, Seeds of Dream et Infinity. Ce dernier sera le premier single du groupe à atteindre la première place des charts. Peut-être un peu grâce au tie-up, Infinity est la chanson thème du drama Atashinshi no Danshi qui avait de très bonnes audiences lors de sa diffusion. À la fin de la 13 dates dans 13 salles. Et du coup, dans leur single Ready to Be Lady sorti peu de temps après, vous avez 4 chansons live tirées de la dernière date de cette tournée. En décembre 2010, ils sortent leur single Unmei no Shizuku Destiny Star. Une chanson qui plaira aux fans de Tokusatsu car c'est la chanson thème du film Ultraman Zero The Movie, The Revenge of Belial. Et justement, dans le clip, on peut voir plusieurs générations d'Ultraman, ce qui est assez rigolo. Leur premier single de 2011 aura vécu pas mal d'aventures. Il devait s'appeler Twitter Silent Scream et sortir le 2 mars pour finalement être décalé au 16 mars. Mais avant cela, le 10, dans le but d'éviter tout mélange avec le réseau social Twitter, ils ont changé le nom du single en Silent Scream. Cependant, comme vous le savez tous, le lendemain, le 11 mars de cette même année, a eu lieu cette terrible catastrophe, le tremblement de terre ainsi que Fukushima. Le single a donc été de nouveau repoussé au 13 avril. Silent Scream est leur dernier single à porter le nom de Girl Next Door en majuscule. Sinon, concernant le clip, ils mettent en scène un acteur très connu et très en vogue au Japon, Mizushima Hiro. Il joue le rôle d'un dangereux voleur qui se laisse attendrir par Chisa qui doit auditionner pour jouer dans un ballet. Et c'est d'ailleurs dans ce clip qu'on peut un peu profiter du talent de la Miss en danse classique. Il existe aussi une version short movie de ce clip, peut-être pourrons-nous vous la montrer un jour.
Comme je vous le disais, dès le single suivant, le groupe devient Girl Next Door en minuscule. C'est Dada Para, une chanson qui sent bon l'été, la fête et bien sûr le Pala Pala. À titre personnel, je pense aussi que c'est une chanson qui veut remonter le moral des gens, et tout comme à leur début, Dada Para est le premier single d'une suite de 3 singles qui doivent sortir en 3 mois. Les 2 autres sont Rock Your Body et Boogie Woogie Night. On arrive en 2012. En mars, ils sortent leur premier best-of. Il s'appelle Single Collection et porte bien son nom car on y retrouve effectivement toutes les chansons titres de leur single. Et juste après, un changement radical vient s'imposer et c'est un changement qui se constate aussi dans les oreilles. 17e single qui est Standing For You. Le clip devrait vous rappeler une autre émission car le groupe vous fait une petite visite guidée de la boutique Spice à Harajuku. En mars, ils ont sorti leur 5e full album Life of Sound et on pourrait presque dire que ça tombe bien car en septembre de cette année, ils fêteront leurs 5 ans de carrière. No Life をご覧の皆さん、ボンジュール、ガールネクストダーです。ボーカルのちさです。キーボード鈴木大輔です。ギター井上裕二です。フランスということでですね、私たちの曲がね、まだ私たち行ったことないんですけども、そんなまだ行ったことのない国で、聴いていただけるのはすごい嬉しいです。またね、フランスの皆さんに会いに行ったりだとか、美味しい料理とか食べに行きたいななんて思ったりしてます。はい。ドロー。Ça y est, c'est la fin de l'émission, il est temps maintenant de parler des nouveautés qui entreront en rotation sur nos lives juste après le J-Top samedi soir. Enfin, cette semaine vous aurez 10 nouveautés qui arriveront à l'antenne, dont Seeds of Dream de Girl Next Door, mais pour connaître les autres, il faudra attendre samedi 19h pour les découvrir, sauf pour cette nouveauté que voilà. Il s'agit de Ju Shimatsu de Zipang. Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un duo qui se définit comme ne faisant pas de J-pop ni de NK, mais du Kayo Kyoku, un style de chanson populaire qu'ils veulent faire renaître. Il semblerait selon Wikipédia que ce soit une des bases de la J-pop moderne d'ailleurs. Ensuite, concernant ce jeune garçon de 7 ans qui danse, oui c'est un garçon, eh bien, il s'appelle Senmu Naoya et sa famille fait partie d'une troupe de danseurs itinérantes. Donc c'est une troupe, donc c'est bien itinérante. Et depuis ces 2 mois, il n'a cessé de voyager et depuis toujours, il danse. Au Japon, c'est tout à fait naturel, même traditionnel en fait, que les hommes interprètent le rôle des femmes. On appelle ça le onagata et on peut le retrouver dans différentes formes de théâtre comme le no et le kabuki. Et ce petit bonhomme a beau être très jeune, il est déjà très actif dans le milieu des théâtres itinérants. Pensez à voter pour le J-Top et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Snoopy, c'est des strips, des planches de 3 cases, de 4 cases, où il y a un début, une fin, un gag. Voilà, c'est ça. Souvent, c'est des gags récurrents, des choses qui reviennent, des personnages qui aiment les mêmes choses. Snoopy, il rêve d'être aviateur. Voilà. Et c'est une BD qui a marqué son temps. Pourquoi? Parce que Schulz, à l'époque, a commencé à faire rentrer dans la bande dessinée des problèmes de tous les jours. Des problèmes de dépression, de mal-être. Et à l'époque, on voyait pas beaucoup ça, puisqu'on était après-guerre. Et à l'époque, après-guerre, il fallait faire des BD joyeuses, il fallait être patriotique, il fallait pas parler du mal-être. Et Schulz, lui, en faisant parler des enfants, il a réussi à parler de ça. Le premier strip de Snoopy finit par « Je le déteste ». Et à l'époque, on voyait pas beaucoup ça. À 65 ans, Schulz, il commence à se dire... Vous vous rendez compte, ça fait longtemps qu'il fait Snoopy. Hein. Il voit ses potes partir à la retraite, et il se dit « Est-ce que j'aurais pas dû faire autre chose de ma vie ?» Parce qu'en fait, j'ai fait Snoopy quasiment toute ma vie.
J'ai fait que ça. À l'époque, c'est le mec, une des célébrités les plus riches du monde. Et il se dit, il peut arrêter, il peut partir vivre très loin sur une île, tout ça. Et il fait, oh non, je continue. Parce qu'il aimait Snoopy. Et il a continué jusqu'à ses 77 ans, où il a fait un infarctus. Il est allé à l'hôpital, il n'est pas mort d'infarctus, mais on lui a découvert un cancer. Il est revenu chez lui, il était diminué, il voyait plus bien. Il avait du mal à lire. Et donc, il a décidé d'écrire ça. Il a déclaré, donc le 14 décembre 1999, « Je ne pensais pas que cela pouvait m'arriver. J'ai toujours pensé rester dans la bande dessinée jusqu'à mes 80 ans environ. Mais soudain, tout a disparu, on m'a tout pris. C'est pas moi qui ai tout mis de côté, on m'a tout pris. » Ce mec, il voulait arrêter quelques années auparavant, il se rend compte que, en fait, c'est ça qu'il va faire, il veut continuer à dessiner, et il va continuer à dessiner. Maintenant, c'est la critique du jeu Monaco What's Your Mind. Trois ans après avoir remporté le premier prix de l'Independence Games Festival, un event qui a notamment couronné les Fez et autres Minecraft, Monaco What's Yours Is Mine arrive enfin sur le marché dans sa version complète. Ce titre développé par les Américains de Pocket Watch Games propose une expérience en coop ou en solo dans laquelle il est question de faire des casses en incarnant différents personnages, tous spécialisés dans un domaine précis. Un style d'Ocean Eleven comique qui fonctionne encore mieux lorsqu'il est vécu à plusieurs. Je crois que ils ont des gars. Sûr d'avoir entendu quelque chose. Si la trame de Monaco repose principalement sur des clichés que l'on a pu voir dans des films ou dans des séries, elle le fait de manière intelligente et drôle. Vous commencez ainsi par incarner un personnage parmi 4 qui doit tout d'abord s'enfuir de prison. L'occasion pour le joueur de se familiariser avec les principes du jeu, mais aussi de constater qu'ici, on traîne bel et bien dans le second degré. Au fur et à mesure que vous avancez dans les niveaux, vous ferez la connaissance de nouveaux personnages et vous fixerez donc de nouveaux objectifs. Après la sortie de prison, il faudra par exemple aller délivrer de nouveaux talents pour agrandir l'équipe puis vous munir de passeports. Et si les premières missions à base de vol de documents ne nécessitent pas forcément de planification hallucinante en amont, les gros coups, eux, vous demanderont de faire preuve de beaucoup plus d'habileté. Présenté comme un jeu d'action-infiltration en vue du dessus, Monaco arrive à esquiver les mécaniques lourdes des jeux d'infiltration justement, en misant principalement sur la dimension fun. Cet argent, nous avons de quoi racheter la fête. J'étais sûr d'avoir entendu quelque chose. En début de partie, le jeu vous invite à choisir un personnage parmi 8, chacun possédant ses particularités. 4 personnages peuvent être sélectionnés dès le début. On trouve tout d'abord The Locksmith, qui peut ouvrir les portes et les coffres plus vite que n'importe qui. The Pickpocket, quant à lui, se balade systématiquement avec un singe qu'il peut envoyer récolter les butins sans alerter les gardes. The Cleaner, lui, peut mettre hors d'état de nuire les gardiens non avertis. The Lookout, enfin, peut détecter plus facilement les ennemis présents dans le niveau. Par la suite, votre bande s'étoffe et voit l'arrivée de personnages comme The Hacker, indispensable pour pirater facilement les systèmes de sécurité, ou encore The Mole, qui peut tout simplement creuser dans les surfaces et ainsi créer de nouvelles routes. Et si ces 8 personnages ont des capacités vraiment différentes, il reste toutefois possible de terminer tous les niveaux avec n'importe lequel d'entre eux. Le principe du jeu est donc de dépouiller une map de toutes ses pièces d'or, ou d'un item en particulier, et de quitter la zone. Bien évidemment, au fil des missions, les maps sont de mieux en mieux gardées. Je te tiens, scélérat. Heureusement, outre les capacités propres à chaque voleur, le joueur peut également user d'items pour se sortir de situations tendues. Dans cette catégorie, on trouve bien évidemment des armes à base d'arbalètes, de fusils à pompe et de mitraillettes, histoire de calmer les gardiens un peu trop sérieux dans leur job. On peut aussi la jouer de manière plus fine en utilisant par exemple des fumigènes pour se sauver quand ça tourne cacao, ou même encore un déguisement histoire de créer l'illusion et d'être tranquille l'espace de quelques secondes. Quoi qu'il en soit, l'utilisation de ces objets est limitée et il vous faut à chaque fois récupérer 10 pièces pour obtenir une nouvelle utilisation. Lorsque l'on remplit les missions en solo, ça ne pose pas vraiment de problème. En revanche, dans la mesure où quel que soit le nombre de participants, le total de pièces d'un niveau reste inchangé, il faut effectivement se gratter un peu plus la peinture lorsque l'on joue en multi et veiller à ce que chacun puisse remplir son rôle. Pour se défendre, les gardiens se reposent sur la technologie, à base de caméras de surveillance, sols piégés ou encore portes reliées à des alarmes. Pour pénétrer ce genre d'environnement et s'y sentir à l'aise, vous pouvez par exemple désactiver les caméras à la main, et même hacker les ordinateurs et ainsi évoluer plus sereinement sur la map.
D'autres éléments viennent renforcer l'aspect infiltration, à commencer par la ligne de vue, qui vous permet donc d'observer uniquement ce que votre personnage voit, mais aussi un style de fog of war, histoire de générer la surprise quand on entre dans une pièce inconnue. Une fois tous ces principes assimilés et des niveaux supérieurs atteints, on peut alors commencer à rentrer dans les planifications. Encore une fois, Monaco multiplie son intérêt lorsqu'il est joué à plusieurs, en local ou online. Et il est assez marrant de planifier un plan d'approche à la Ocean Eleven et de se rendre compte que l'exécution est complètement aléatoire, avec des collègues et des gardes qui courent dans tous les sens et des alarmes déclenchées un peu partout. Et c'est une des forces de Monaco, proposer une expérience dans laquelle celui qui s'investit et celui qui veut simplement passer quelques minutes agréables sur un petit jeu ont la possibilité de le faire. Les musiques, définitivement d'ambiance et même l'aspect visuel d'ailleurs, viennent renforcer cette production déjà pleine de ressources. On pourrait éventuellement reprocher au jeu ce manque d'enthousiasme en VF dans les voix des gardiens. Bon, ça devait être un chat. Mais peut-être que le fait de se positionner sur le second degré atténue ce feeling. Je te tiens, je vais te tuer. En somme, Monaco What's Yours Is Mine est un bon trip qui se vit de préférence à plusieurs et qui montre en tout cas que la scène indé est plus présente que jamais. Suite à tout ça, Schulz continue à dessiner, mais à un moment, il se rend compte que là, il peut plus. Donc, il décide de faire paraître avec son dernier gag de Snoopy une lettre pour ses fans. Je vous la lis. Chers amis, j'ai eu la chance de dessiner Charlie Brown et ses amis pendant près de 50 années. Cela a été le fruit de l'ambition de mon enfance. Malheureusement, je ne suis plus en mesure de continuer le travail demandé par un comic strip quotidien. Ma famille ne souhaite pas que Peanuts soit poursuivi par quelqu'un d'autre. Par conséquent, j'annonce ma retraite. Je suis très reconnaissant de la fidélité de nos éditeurs, du soutien merveilleux et de l'amour exprimé par les fans du comic strip au cours de ces années. Charlie Brown, Snoopy, Linus, Lucy, comment pourrais-je jamais les oublier? Charles Schulz. Le lendemain de la parution du dernier strip de Snoopy et de ce message, Charles Schulz mourait. Le mec, il a fait ça toute sa vie et quand il a arrêté, il a arrêté de vivre. Snoopy, c'est des films, des comédies musicales et 300 millions d'albums vendus dans le monde. On regarde notre chaîne. Salut les attaques, c'est Notchan. La vie, c'est complètement fou tous les jours, vous trouvez pas? Bon, d'accord. C'est de la banalité qui manque de panache pour commencer une émission, je suis bien d'accord. Mais que voulez-vous que je vous dise? Tous les jours, je suis sur les pixels quand je vois où peut me mener ma sérendipité inextinguible. En plus, ça me fait apprendre de nouveaux mots et je deviens super fort au jeu où on aligne des mots sur un plateau. Je dirais bien que je suis sur les rotules, mais vous comprendrez que l'expression n'est pas des plus appropriées dans mon cas. Je suis donc sur les pixels quand je vois qu'un tweet, mardi 23 avril, a créé un mini crash boursier. En fait, c'était un faux tweet attribué malicieusement à l'Associated Press, l'équivalent de l'AFP aux États-Unis, qui prétendait que le président Obama avait été blessé durant une attaque sur la Maison Blanche. La bourse plonge et 136 milliards de dollars ont été effacés temporairement avant que les courtiers ne se reprennent et continuent à vendre, à acheter et faire comme si de rien n'était en fait. N'empêche, ça faisait quasiment 1 milliard de caractères, espace inclus. Cela fait en fait probablement le tweet le plus cher de l'histoire du microblogging. Ou alors, quand je vois ce clone de Tetris disponible sur la montre intelligente Pebble, je ne peux m'empêcher de retenir un petit frisson d'excitation et je me dis « Ah mais c'est le futur !» Quoi? On avait déjà des montres Tetris Game & Watch dans les années 90? Bon, d'accord, mais ça a quand même sacrément la classe, non? Vous n'avez aucun rêve, on vous l'a déjà dit? Pourtant, c'est bien d'avoir de l'imagination, de se représenter visuellement des choses que l'on ne peut pas voir, de savoir affronter les ténèbres, son côté obscur. Pour ceux qui n'ont pas peur du challenge, c'est ce que propose le créateur du cube Inside, Romain Guirec-Piot. Il s'agira de guider une bille en acier au travers de 7 plateaux labyrinthesques. Le truc, c'est qu'on ne voit pas l'intérieur du cube, ce serait trop simple. Seul le plan inscrit sur les faces du cube peut aider le joueur. Il faut donc jouer en aveugle et se fier à ses sens. Et puis, si on est paumé, on peut toujours démonter le bazar pour tout recommencer. Ça ne vous fait pas rêver? Vous n'aimez pas souffrir? Chacun ses tendances, je suis pas sectaire. Sauf ceux qui aiment pas Evangelion. Les mecs qui ne comprennent pas le charme d'Ian Mirei, je sais pas ce que je pourrais leur faire. Sûrement pas grand chose, me direz-vous. Mais reprenons-nous.
Je trouve bien difficile quand même. Qu'est-ce qui pourrait vous faire rêver? Je vous le demande. Un rocking chair qui peut aussi se transformer en siège de simulation automobile? Non mais faut pas trop rêver non plus mes poulets. Et puis bon, tant que la transformation n'est pas automatisée et que ça fait pas le bruit d'un bon taille, moi... D'accord, je ne suis pas sectaire comme je disais, et à la limite, je veux bien que ça fasse un bruit de Transformers. Mais sinon, ce sera sans moi, faut pas abuser quand même. Après tout ça, on continue ses errants sur le net, on rêve, on divague, et on voit que la réalité dépasse la fiction. Oui, encore une phrase bateau. Et ça va, j'ai le droit d'utiliser des clichés aussi si j'en ai envie, non? Donc, quand on voit qu'en novembre 2008, un détenu se serait échappé d'une prison allemande dans une boîte en carton se postant lui-même... les mots me manquent. Si ce n'est que je ne peux m'empêcher de penser que Snake aurait été fier de lui. Et parfois, je ne sais pas si c'est la réalité qui rattrape la fiction ou l'inverse, je n'en reste pas moins émerveillé devant cette barre de vie dans la vraie vie, mais en fonction du jeu. Je sais pas si je suis très clair là. Le liquide monte ou descend dans le tube en fonction de la vie des personnages dans le jeu. Reste plus qu'à faire fonctionner ça dans la vie de tous les jours, façon Rick dans Dead Space. Là, ce serait le futur. Bon, finissons-en avec un peu de délicatesse et avec des chatons. Oui non, mais c'est bien beau de rêver, mais parfois, il faut avoir les pieds sur terre. Je veux faire de l'audimat moi aussi, donc des chatons. Vous l'avez peut-être déjà vu sur Tumblr, variation d'un Tumblr précédent sur les fleurs, voici, dites-le avec des chatons. Le poids des mots, le choc des photos, ou comment faire passer les pires obscénités avec des photos de chatons. Mes préférés parmi celles décemment diffusables, t'as pris du cul, ou encore, t'as une belle ordure. Avec ça, je vais toutes les faire craquer. Allez, à la prochaine les otaques. Voilà, Caroline, viens s'il te plaît. Caroline, viens. Tu veux me dire un truc, viens. Oui, bah je peux rester là ou... Non, viens. Ça tourne pas? Non, ça tourne pas. Voilà, c'était 101%. Au revoir. C'est pour montrer mon sweat? Ah bah ouais, Nerds. Tu sais que je l'ai arrêté la série. Je sais, mais c'est un des meilleurs cadeaux que vous m'ayez fait. Parce que c'est un sweat. Attends, tu oublies la fois où j'ai... tu sais, avec mon...